Des questions sur les deux présentations, des commentaires? Non. Anne, peut-être? Non. Ah, oui, il y en a une par là. Moi aussi, j'ai une question, mais bon, peut-être... On va d'abord laisser la parole à la salle. Qui a levé la main? Oui. Il y en a une par là, oui. Oui, Jacques Maillot. Là, c'est vrai, c'est aussi en tant que musicien que m'est venue cette réflexion. Pour moi, ça a toujours été un dilemme, entre guillemets, d'en plonger dans l'univers d'un musicien ou d'une chanteuse. C'est si je vais plutôt du côté de l'humain ou plutôt du côté de la musique. Parce qu'effectivement, il y a à fouiller des deux côtés. On peut passer, pas une vie, mais des années sur fouiller un répertoire, fouiller un style de jeu pour trouver la personnalité du jeu ou de trouver la personnalité du musicien lui-même. Et que moi, j'ai à un moment donné fait le choix de me dire je vais vers l'humain. Parce que ça rejoint aussi la première partie de l'après-midi, parce que mon jeu personnel va être nourri par la mémoire, par ce que je retiens de l'énergie du musicien. C'est pas tant son phrasé particulier, son coup d'archet, par exemple si c'est un violoneux en tant que tel, mais quand je vais jouer, et encore plus si je joue du répertoire que j'ai appris auprès de ce musicien-là, ça va être, quand je prends l'instrument, c'est de me brancher sur l'énergie qui me reste en mémoire de ce musicien-là. L'énergie autant du bonhomme, si c'est un homme, ou de la femme, si c'est une femme. Mais je vais rester. Et ça, après, je m'en empare, et c'est ça que je garde en premier. Et par rapport à tout le contexte que tu as dit toi-même, à du moment, je vais être plutôt dans le musical que dans l'ethnographique. Tout à l'heure. Après, effectivement, c'est un autre choix. Ça rejoint un peu la première partie de l'après-midi, de me dire comment est-ce que une personne va plutôt me parler de tout un contexte musical, d'une région, d'une culture, d'un particularisme là, et donc comment, avec l'évocation d'un seul musicien ou d'une seule chanteuse, je vais rejoindre l'universel presque. En tout cas, je peux, au niveau d'une région, parler d'un type de chant ou porter un type de chant. Donc les deux c'est toujours dans les portraits, moi, la chose que je vois la plus difficile. Voilà, je voulais simplement souligner cela. Mais c'est vrai que j'ai pas dit, pressé par le temps, j'ai pas dit toute la vérité. J'ai quand même questionné les collecteurs de Jean-Marie Brandly pour savoir comment il était. Et pour essayer d'avoir une idée de l'homme, j'ai voulu avoir des photos, voilà, c'est en tant que musicien que je m'intéresse à la musique et que j'ai envie de l'étudier un petit peu plus à fond parce que ça me parle, moi, en tant que musicien. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi d'essayer de rendre toute la puissance musicale que je ressens. Je me dis, tiens, c'est marrant, quand les gens me parlent de musique traditionnelle, il y a une vision folklorique et tout ça. Et du coup, des personnes qui ne sont pas forcément dans le milieu, ou même des personnes qui sont dans le milieu des musiques traditionnelles, parfois, j'ai l'impression que le fait de ne pas connaître certaines choses ou de ne pas mettre des mots sur des faits fait que voilà, j'ai le sentiment que si moi je ne mets pas des mots dessus, je vais passer peut-être un peu à côté. Et j'ai envie de décrire cette puissance musicale. Par contre, c'est clair que je m'intéresse aussi à tout ce qui est humain, évidemment. Mais après, voilà, je suis encore jeune, je fais le choix de la musique, mais j'aurai le temps de retourner ma veste. Il n'y a pas de souci. Je veux bien répondre quelque chose. En fait, je pense que la question est légitime, surtout en termes de quelles données on a. C'est-à-dire que si c'est des archives sonores, en effet, je te souhaite de travailler la musique parce que ça va y avoir, voilà. Et par contre, je pense que c'est une question intéressante, mais je pense que c'est pas musique. Et puis l'autre terme, c'est l'ethnographie. Je pense qu'en ethnomusicologie, en tout cas, on ethnographie la musique et dans sa totalité, c'est-à-dire le contexte d'exécution, les musiciens, le contexte. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'il faut opposer musique et ethnographie, et ni humain et musique d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment un tout. Et après, je pense qu'il y a des manières de travailler avec les données. Et en effet, les archives sonores, je crois qu'elles invitent à vraiment un travail d'une qualité. Et tu l'as montré.
Après, quand les gens sont là et qu'ils racontent leur histoire, on travaille avec toutes les données qu'on a et c'est plutôt joyeux parce qu'il y en a plein. Donc il y a leur histoire de vie, il y a la musique qu'on analyse évidemment dans ses détails, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer ethnographie et musique. En fait, l'ethnographie, c'est une description du réel et la musique fait partie de ce réel. Enfin voilà, à mon avis, c'est du même. Enfin voilà, c'est comment on travaille, avec quelles données on a. Et de sortir le meilleur de ce qu'on a comme données ethnographiques qui sont sonores ou pas sonores en fait. Pour Virginie Granouillet, le choix s'est porté sur la musique parce qu'on a très très peu d'éléments. Il y a quelques interviews d'elle mais qui sont pas très poussées, donc du coup on a quelques éléments de sa vie, qu'elle était complètement analphabète, qu'elle n'est jamais sortie de son village. Et on a aussi l'idée à travers les autres enquêtes, parce qu'elle est présente sur d'autres enquêtes auprès d'autres chanteurs et chanteuses, et on voit la place qu'elle avait comme une personne vraiment reconnue pour être la chanteuse du coin, et qui avait la mémoire de toutes les chansons, c'est-à-dire que c'est à elle qu'on demande. Et ça, voilà, donc on a une idée de ça, mais de ce qu'elle était en tant que femme et de l'histoire de sa vie, en fait, on n'a absolument rien. Donc à partir de là, j'ai rencontré quelqu'un de sa famille, sa petite nièce, mais qui ne l'a pas connue, donc j'ai absolument aucun élément sur Virginie Granouillet. Donc l'étude de la musique s'est imposée d'elle-même parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre objet. Et en fait, ça m'a tellement plu d'étudier la musique que voilà, je continue de faire ça avec les autres. Par contre, Joseph Ruols, ça m'a plu aussi de voir l'homme, parce que autant c'est un musicien extraordinaire, autant il a son côté autiste à s'enfermer dans son atelier à fabriquer des cabrettes. De la soirée d'inauguration, il n'a pas prononcé un seul mot. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Voilà. Et ça, voilà. Par contre, dès qu'il joue, c'est... Voilà. Je me permets juste de rebondir sur ces deux questions. Sur cette question, je pense qu'il n'y a pas à s'excuser de ne pas connaître Virginie Granouillet, de savoir si elle aimait les œufs ou à quelle heure elle se levait le matin. Ça dépend de la question qu'on pose. Et la question que tu poses à ce fonds d'archives que tu as, c'est grâce à ton écoute qui est très musicienne, puisque c'est ta formation première. Tu arrives à avoir une intimité du répertoire, c'est ce qui fait tout l'intérêt de ton travail, et que tu en perçois tous les détails, tu revois la manière de le noter, tu entends la narration dans sa manière de chanter. Et ensuite, avec cette intimité que tu as pu acquérir de ce répertoire-là, tu le confrontes avec d'autres chanteuses de Haute-Loire et tu vois comment elles s'insèrent ou pas dans une communauté de partage, dans une communauté de savoir, d'un savoir chanté qui est, comme tu l'as dit, à 99% composé de 3 phrases. Il y a des spécificités de chanteurs ou pas. Mais en fait, c'est pas tellement la question de l'ethnographique ou de la musique ou de l'humain, mais c'est la question que tu poses à ton corpus. Donc là, où j'étais passé complètement à côté. Il y a un chercheur d'Oxford, je crois, qui a eu entre les mains ce livre et qui m'a écrit un mail après en disant « C'est très étrange, c'est quelqu'un qui a étudié le répertoire des dentelières en France. » Richard Thompson, je crois, si je me souviens bien de son nom. Je ne sais plus si c'est Thompson ou si c'est un autre nom de famille, je ne l'ai plus en tête. Et en fait, il m'a dit le répertoire de cette chanteuse est très étrange, c'est pas du tout le répertoire des dentelières. Je lui ai répondu en disant ah bon, parce qu'en fait, toutes les dentelières dans le fond du Main ont ce répertoire. Lui, il avait, dans ses recherches, il était tombé principalement sur des répertoires religieux qui étaient promulgués par les béates. Donc les béates qui étaient ces femmes civiles, mais qui donnaient un enseignement à la fois social et religieux aux jeunes filles, qui leur apprenaient la dentelle, la cuisine ou autre, et qui passaient du répertoire, et principalement du répertoire religieux. Et il se trouve que toutes les dentelières de Jean Dumas n'ont quasiment pas de chant religieux. Alors je tire aucune conclusion de ça, mais lui, il était extrêmement surpris du répertoire de ces dentelières. Voilà. Et moi, j'étais complètement passé à côté de cette réflexion-là. Alors, Péroline, tu avais une question ? Juste une petite question. En tout cas, j'avais jamais vu le livre. Je suis contente de découvrir ce travail qui a l'air assez fascinant. Je me demandais un peu si vous étiez interrogé sur la vocation de cet ouvrage, si vous aviez une idée à qui vous le destiniez, parce que je vois qu'il y a les partitions, tout ce travail très, très précis sur la diction, la rythmique, le souffle de la chanteuse, ça, je trouve ça super. Et s'il y avait avant tout, comme il y a eu beaucoup à une époque, une vocation de transmission du répertoire et
et avec une explication très précise de comment ça se joue, comment ça se chante. Ou si en fait tu plonges dans ce répertoire et dans ces explications pour en faire un travail justement de portrait, quoi, pour mieux l'expliquer elle. Alors, en fait, le bouquin, la façon dont il est fait, il est en 2 parties. Il y a une première partie d'introduction avec vraiment l'étude musicale. C'est-à-dire, il y a des commentaires sur chaque chanson, mais je suis resté assez sommaire pour pas que ça alourdisse. Donc la partie répertoire est accessible pour qui s'intéresse au répertoire. Le fait qu'il y ait des partitions, c'est une proposition de notre part pour mettre en valeur des éléments de la musique. Mais comme il y a le disque avec, en fait, n'importe qui peut s'en emparer. Et l'étude musicale et l'étude historique et sociale qu'a fait Didier Père à la fin du bouquin sont un peu détachées du répertoire. Comme ça, chacun peut essayer de s'approprier ça. Donc ça s'adresse vraiment à plusieurs publics. Et surtout, il y avait la volonté de continuer le travail de Jean Dumas, qui voulait publier un répertoire avec des éléments un peu précis, quoi. Donc du coup, voilà, il s'est fait aussi dans cette optique-là. Ça répond à plusieurs problématiques. Donc il y a un côté un peu fourre-tout, mais en même temps, voilà, chacun peut y voir ce qu'il veut. Donc c'est pas un ouvrage scientifique en soi, mais il y a quand même un abord scientifique. Moi, je dirais scientifico-sensible, parce que j'ai choisi de faire Il y a une dimension pédagogique. Oui, il y a une dimension pédagogique, mais surtout, j'ai voulu que la rédaction de l'étude musicale soit vraiment sensible. Donc j'ai utilisé des images poétiques, j'ai vraiment fait ce travail-là pour essayer de traduire au mieux le ressenti que j'avais et ce que m'avait raconté la femme de Jean Dumas, qui aborde les choses d'une façon extrêmement sensible. Donc je voulais rendre ça. Et même si il y a quand même une étude musicale qui reste concrète, la façon d'aborder les choses est sensible. Et je voulais ça pour de la transmission. Voilà. Et on avait vu ça avec la famille, on a vu ça avec les éditeurs. Voilà. Après, c'était un choix. Si j'avais à refaire ce livre, je le ferais un tout petit peu différemment aujourd'hui, parce que il y a des choses qui ont digéré depuis. Mais voilà. Et le fait d'avoir abordé les choses de façon sensible fait que des personnes qui ne sont pas musiciennes ont quand même lu l'étude musicale. Ma mère m'a dit « Ah, c'est mon livre de chevet ». Bon, c'est peut-être parce que... Ta mère, ça compte pas. Voilà, ça c'est la grande réussite. Voilà. J'étais très fier de moi parce que je me suis dit mais elle va rien paner, quoi, c'est pas possible. Mais c'est pas la seule personne à m'avoir fait cette réflexion. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui s'intéressent pas nécessairement à la musique en soi et qui ont lu ça et qui ont lu cette étude comme quelque chose, comme enfin découvrir l'objet artistique d'une femme. Donc du coup j'étais content d'avoir fait ça, même si, alors je le dis parce que j'en suis content de ce truc-là. Il y a Françoise Etté qui a fait une critique du livre là récemment dans le numéro 29 des cahiers d'ethnomusicologie, où elle dit tout ce qui lui plaît et elle dit aussi toutes les limites scientifiques et tout ce qui lui plaît pas. Donc il y a des choses, elle rentre bien dans l'art, et je l'ai vu et je lui ai dit merci, parce qu'en fait t'as bien mis des mots sur des choses qu'effectivement moi je me suis aperçu, non pas après coup, mais voilà, la publication avait aussi des limites, donc il fallait faire les choses d'une certaine façon, et c'est vrai que voilà, j'ai fait ce choix de sensibilité, c'est-à-dire au lieu de prendre de la distance, je suis vraiment rentré dedans, et voilà. Mais c'est vraiment un choix. Et je me demandais juste aussi s'il y avait du chant à danser. Il y a Parce qu'avec un sens du rythme pareil dans des complaintes, je me dis que ça doit être pas mal avec du chant à danser. Oui, il y a une bourrée qu'elle chante, une seule. Après, il y a des rondes et des choses comme ça. Et sur la bourrée qu'elle chante, on sent qu'elle a fait danser les gens. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Est-ce qu'il y a une question pour Clara ? Parce que là, pour l'instant, il n'y a que moi qui... Oui, moi j'avais une question, mais bon. Non, c'est parce qu'en effet, dans les communications qu'on a eues, on voit que les chanteurs et les musiciens se confondent beaucoup avec l'art qu'ils produisent. Enfin, c'est vraiment, il y a une sorte de fusion entre les caractéristiques musicales de leur chant, de leur voix. Par exemple, pour la Pierrotta, le torrent, l'idée que sa voix coule et qu'elle-même allait se rendre souvent près d'un torrent. Et dans ta communication sur Chabela, justement, bon, peut-être parce que tu as choisi de te centrer sur la dimension politique, sociologique, on n'a pas entendu beaucoup
voilà, tu dis que dans la voix de Chabela, c'est la voix d'abord qui t'a poussé à t'intéresser à la figure. Et je me demandais justement quelles étaient les caractéristiques de sa voix, de sa manière de chanter, parce que tu parles de sélection de répertoire, de former un groupe de femmes, de choisir de performer au carnaval. Mais vraiment, au niveau musical, quels sont les... Voilà, comment est-ce qu'on peut relier l'œuvre musicale à la personne Pour sa voix, en fait, je pense que ce qui est le plus caractéristique, c'est... Bon, elle a un timbre particulier, mais ce qui fait dire aux gens, parce qu'elle fait des bons candombe, donc en fait, qu'elle est une bonne chanteuse, c'est surtout la relation rythmique, en fait, la manière de... Donc ce serait l'équivalent du swing, en fait, la manière dont elle dit, et elle se pose sur la polyrythmie du candombe, en fait. Donc voilà, je pourrais le caractériser, mais ça prendrait longtemps. Mais du coup, c'est moins après son timbre, les gens sont touchés. Il y a une forme de gravité dans son chant. Les autres chanteuses chantent un peu plus comme si c'était divertissant. Donc elle a une gravité dans son timbre et dans son interprétation. Mais je dirais que ce qui est caractéristique dans sa voix à elle, après je pourrais parler de l'esthétique privilégiée, mais dans sa voix à elle, c'est vraiment cette relation entre la manière de dire les phrases, le phrasé en fait, et la relation de son phrasé chanté avec celui des tambours. Parce qu'on est vraiment dans des répertoires où la polyrythmie est hyper importante, donc voilà. Et pour son esthétique en général, avec le chœur Afro-Gama, c'est des arrangements en fait qu'on n'entend pas ailleurs. C'est du chant responsorial avec la polyphonie du chœur et sa voix à elle ou la voix d'une soliste. Et là aussi, c'est des arrangements où on sent vraiment qu'il y a un travail d'écriture, enfin en fait pas d'écriture, mais vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est pas écrit, mais avec la relation au tambour et aux 3 tambours, et dans le disque aussi, il y a cette dimension qui est travaillée, mais du coup avec une orchestration qu'elle pratique pas du tout avec le chœur Afro-Gama, qui est vraiment juste avec les tambours et les voix. Et est-ce que son phrasé, c'est dû aussi, enfin c'est lié aussi à ce qu'elle raconte, aux mots? Parce que du coup, elle fait passer quelque chose quand elle chante. C'est pas les paroles. De toute façon, je pense pas qu'on puisse détacher phrasé et contenu, hein, mais on peut vraiment voir les accents, les accentuations, les retards, les tenues, la manière de. Enfin, elle a une rythmicité pas dans sa voix, mais dans son chant qui est vraiment caractéristique. Les autres chantent plus mou. Voilà. Tous les deux. Merci Clara pour l'exemple qui était très clair et très parlant du medley de Chabela, un peu comme une pièce programme, pour reprendre le terme que j'ai utilisé en introduction, qui lui donnait toute sa valeur de figure, qui porte une histoire et une mémoire. Merci Eric aussi. Donc je pense qu'on en est au début des réflexions de ton travail, du travail des autres chargés de collecte dans les différents CMT. Qui étudie des fonds par le filtre d'un collecteur. Donc là, il y a une espèce de double lecture, puisque les collecteurs sont les collectés des personnes particulières, et vous vous trouvez en face d'un travail qui porte sur quelqu'un qui a collecté sur quelqu'un d'autre. Et ça je pense que ça ne fait que commencer, enfin, savoir comment s'emparer de ces fonds-là qui sont en fait juste en train actuellement d'être édités, d'être travaillés. Voilà, merci à tous.